toutes et à tous. Je suis Isabelle Aubrecht, directrice associée au sein de Valtus, leader français et européen du management de transition. Merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation à ce webinaire et ça continue d'arriver. Merci Caroline pour ta présence aujourd'hui afin de nous partager ton témoignage sur la collaboration intergénérationnelle et plus spécifiquement sur le potentiel très largement inexploité de la diversité entre les générations. Alors pourquoi s'intéresser à un tel sujet? D'une part, c'est un thème de prédilection au sein de Valtus. Notre métier est de proposer aux entreprises des cadres dirigeants seniors pour répondre à des situations à fort enjeu sur un temps imparti, et ce, en collaborant avec toutes les forces vives présentes, toutes générations confondues. C'est aussi un thème de société. Pourquoi? Parce que les salariés doivent travailler plus longtemps, avec des départs en retraite de plus en plus tardifs. Le nombre de seniors va continuer à progresser dans les 10 années à venir, et les discriminations fondées sur l'âge, qu'on appelle l'agisme, est l'une des causes principales de discrimination en France et en Europe. Alors, il y a vraiment là un enjeu de diversité et d'inclusion à considérer, tant par les directions générales que par les directions des ressources humaines, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors, l'objectif de ces webinaires n'est pas de pointer du doigt les entreprises qui feraient preuve ouvertement de non-discrimination, de discrimination fondée sur l'âge, mais vraiment, il s'agit d'échanger ensemble avec Caroline sur les bénéfices qu'apporte concrètement la collaboration entre les générations en entreprise, à savoir la coexistence sur un même lieu, dans une même organisation, des juniors, de jeunes managers, d'experts, de seniors et ceux qui sont proches de l'âge de la retraite. Alors pour ce faire, Caroline, tu vas nous donner quelques clés pragmatiques pour déconstruire les stéréotypes en entreprise qui sont liés à chaque génération. Tu vas nous aider aussi à comprendre pourquoi inclure tous les âges contribue à la performance et à la pérennité d'une organisation. Tu vas aussi nous partager des solutions concrètes pour qu'une transmission des savoirs entre les générations soit effectivement réaliste. Bref, un programme bien alléchant pour lequel tu nous fais l'honneur de ta participation, et ce, malgré un agenda bien chargé de conférences et de programmes d'accompagnement que tu mènes notamment auprès de grands groupes. Caroline, tu es aujourd'hui spécialiste des dynamiques intergénérationnelles et conférencière sur le sujet. Ta mission est de transformer la diversité entre les générations en un vrai levier de performance. Tu es aussi une femme de conviction qui libère les énergies dans les entreprises pour que cette coopération intergénérationnelle profite à plein, tant pour le collectif que pour l'individu. Alors, sachez que ce webinaire se veut interactif. N'hésitez pas à poser au fur et à mesure vos questions sur le chat. Je ne manquerai pas de les poser à Caroline, soit au fur et à mesure, soit en fin de webinaire. Pour démarrer, j'ai une première question pour toi, Caroline. Intergénérationnel, transgénérationnel, des termes un peu similaires. Quelle est la différence entre les termes pour planter le sujet? Alors déjà, très bonne intro. Ah, merci, ça me flatte. Très bonne intro, non, mais qui définit bien le cadre dans lequel on est en ce moment, le contexte actuel. Transgénérationnel veut dire ce qui traverse les générations. On peut parler de secrets de famille, on peut parler de traumatismes familiaux, donc qui passe d'une génération à une autre. L'intergénérationnel va plutôt concerner des dialogues, des échanges de compétences, de connaissances, d'expériences entre générations, entre personnes qui sont contemporaines, qui se connaissent ou pas. Et j'ai choisi, moi, de m'intéresser vraiment à l'intergénérationnel. Et il y a quelques années, quand nous parlions intergénérationnel, c'était pour évoquer les conflits. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ouais, c'est vrai. Alors, figure-toi que je suis en train de dialoguer avec une jeune femme qui se reconnaîtra peut-être, qui s'appelle Elisabeth, qui habite en Malaisie. Et donc, on discute ensemble souvent des échanges et des différences de culture entre ce qui se passe en Asie et ce qui se passe en Europe, sur la relation intrafamiliale, mais aussi sur la relation intergénérationnelle dans les entreprises. Très, très, très illustratif et éclairant.
Et c'est la précaution d'ailleurs que je vais prendre ici en disant que je vais me concentrer principalement sur l'Europe, sur les pays occidentaux, et pas les pays asiatiques ni les pays africains qui ont une relation à la famille encore différente de la nôtre. Quelque part, les conflits de valeurs, les conflits intergénérationnels ont toujours existé, toujours, de tout temps. L'ostracisation des plus vieux a toujours existé. Et elle a même été relatée dans la culture antique, chez les Grecs, par exemple, où, par exemple, sur une île de Khéa, qui est juste en dessous de la Grèce, d'Athènes, pardon, vous avez, il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, vous aviez des personnes âgées de plus de 60 ans qui devaient se suicider pour laisser la place aux jeunes. Parce qu'ils n'avaient plus de rôle dans la société, en fait, ils devenaient des poids. Donc, ils acceptaient de se suicider pour laisser la place. Plus récemment, si on remonte un peu dans le temps, Dino Buzzati, dans Le Cas, qui est un essai qu'il a fait, un premier essai dystopique qui s'appelle Chasseurs de vieux, relate d'ailleurs ce conflit intergénérationnel entre des hordes de jeunes qui pourchassent des plus vieux de 40 ans pour leur faire la peau et pour les tuer. Et la scène finale qui me fait dire que finalement tout ça n'est qu'un éternel recommencement, c'est que le chef de la bande de jeunes, après avoir tué un homme de plus de 40 ans, a son premier cheveu blanc, et sa propre horde va se retourner contre lui et le prendre en chasse. Et donc ce sera lui la prochaine victime. Donc cette espèce de tous les jeunes seront plus vieux, tous les vieux ont été jeunes, éternel recommencement. Ça a aussi été entretenu, ces clivages générationnels, avec les stéréotypes. Beaucoup d'organismes de formation continuent à entretenir la réalité que quand vous êtes né en 1980, vous êtes très très différent de quelqu'un qui est né en 1965. Donc en fait, on va mettre 15 millions de personnes qui sont nées par exemple entre 1965 et 1976 dans un tronc commun, et vous allez avoir des comportements, des attentes, des modes de leadership très différents des autres. Ce qui entretient des clivages générationnels dans les entreprises, puisqu'on va opposer ce que je déteste, les Gen Z, Gen Y, etc. Peu importe. Donc moi, je déconstruis les stéréotypes. Il n'y a pas de base scientifique d'ailleurs, c'est plutôt marketing au départ. Et puis, j'ai envie de te dire, ceux qu'on décrivait, les millennials, ceux dont on a dit ils arrivent, ceux à qui il fallait faire une autoroute, et ben c'est les premiers retraités l'année prochaine. Voilà. Donc, je veux dire, le monde a changé. Ils étaient individualistes, on disait qu'ils étaient utopistes et peu dociles. Écoute, je pense qu'ils vont avoir tous, les premiers vont avoir 45 voire 50 ans l'année prochaine. Je pense qu'ils ont changé. Finalement, ce que dit George Orwell est assez symptomatique. George Orwell dit « Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante ». Ça résume un peu bien. Mais en fait, là où il y a un changement, c'est que depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, les choses sont un peu modifiées. La coopération générationnelle s'est fait une place, et on a commencé par parler déjà des rassemblements des extrêmes, c'est-à-dire des tout petits avec les plus âgés. Et à démarrer les exemples qu'on a vus dans des initiatives sociales et solidaires sur les territoires, de création de crèches avec des EHPAD. Et on en a vu les bénéfices pour l'un et pour l'autre. Puis après, est arrivé l'habitat intergénérationnel. Un très bon exemple est l'association, enfin l'entreprise Colette Club, par exemple. Une personne âgée qui est seule, veuve ou pas, dans sa maison, a une pièce libre, accueille des jeunes. Les bénéfices sont réciproques. Aussi bien pour aussi bien pour le plus jeune qui se trouve avoir un cadre, une maison, un foyer et échanger, et il retrouve vraiment, il s'échange déjà des moments de dialogue. Certaines disent qu'elles prennent soin l'une de l'autre, et puis les personnes âgées sont contentes de parler de leur histoire avec des jeunes qui sont curieux et intéressés. Et puis c'est vrai que ce sujet dont tu parlais dans ton introduction, la réforme des retraites, a remis ce sujet sur la table en se disant mais c'est si fort dans les initiatives sociales et solidaires. Pourquoi ça ne rentre pas dans l'entreprise? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche encore ça? Alors, de temps en temps, on fait des conférences, je les fais à l'occasion des Inclusion Week organisées dans certaines entreprises qui sont l'occasion de sensibiliser le collectif. Mais il faudrait être plus. Oui. Alors, justement, parce que tu en parles avec beaucoup de passion,
comment est venue cette idée de ne travailler que sur la collaboration intergénérationnelle et dans quelle optique? Alors, peut-être nous dire un peu ton parcours en quelques lignes pour comprendre pourquoi ce sujet te tient à cœur et qu'il est important pour toi de le traiter. Ça se sent? Ah bah oui, je pense que tout le monde peut l'attester. Oui, alors c'est vrai que la collaboration, le dialogue intergénérationnel, c'est une niche tout petit dans la grande univers de la diversité et de l'inclusion. C'est ma ligne de crête. Voilà, je n'en démords pas, je reste là-dessus. C'est une espèce de force un peu plus forte que moi. Je ne sais pas d'où ça vient, ma grand-mère peut-être. Et je vais commencer par elle parce que c'est l'un des deux déclencheurs. Je pense qu'en tant qu'individu dans sa famille, on manque parfois de curiosité, voire d'intérêt à destination de nos parents ou de nos grands-parents. D'ailleurs, je mets au défi la plupart des enfants de connaître le métier de leurs parents, on n'a jamais rien compris. C'est toujours très difficile. Mais on ne connaît pas forcément l'histoire de ses parents et de ses grands-parents. Moi, ma grand-mère, j'ai réalisé très tardivement qu'elle n'était pas née grand-mère. Et en fait, c'est en la questionnant où je me suis rendu compte que, bien sûr, elle avait une vie, mais elle avait une vie bien plus riche que celle à laquelle je pensais. Et ça commence encore à me... Oui. Quand je lui ai posé ces premières questions, en fait, elle m'a prise par la main, elle m'a emmenée dans les années 20, dans les années 30, quand elle-même était jeune. Et en fait, j'ai découvert plein de choses sur elle. J'ai appris les années de la guerre, elle m'a parlé du froid, de la peur, elle m'a parlé de toutes ces choses-là dont on n'avait pas forcément eu l'occasion de parler. Et j'ai réalisé qu'il y avait plein de choses que je ne connaissais pas d'elle parce que je lui avais jamais posé de questions. J'ai pas pris le temps de le faire. Et je regrette parfois qu'on enterre certaines personnes sans connaître leur vie et qu'on les découvre le jour de leur enterrement parce que d'autres vont venir raconter leur vie. Comme je l'ai eu il y a 5 années encore. Et je trouve ça dommage. Mais c'est assez illustrant de ce qui se passe aussi dans les entreprises, où quand on arrive, on ne prend pas le soin de savoir ce qui s'est passé avant, parce qu'on pense qu'avec nous va venir le changement. Le deuxième déclencheur, il était plus professionnel, et c'était quand j'étais directrice de la communication dans le groupe Rémy Cointreau, pour une marque de cognac sublimissime qui s'appelait Rémy Martin et Louis XIII. Et j'ai accompagné le départ à la retraite d'une femme exceptionnelle qui s'appelait Pierrette Trichet, qui était la maître de chai. Et Pierrette m'avait présenté son successeur qui s'appelait Baptiste Loiseau, qui était de 30 ans son cadet, tout près. Et au-delà de la transmission de compétences, de connaissances et d'expériences matérielles et immatérielles, je pense que la question la plus fondatrice, celle en tout cas dont Pierrette m'a parlé, qui l'a transformée, c'était « Pierrette, quels sont tes rêves ? Est-ce que tu as encore des rêves ? Tu vas partir à la retraite, mais est-ce que tu as encore des choses que tu veux faire ?» Et en fait, ça a été probablement le plan d'action de Baptiste pour les années à venir. Il avait eu suffisamment d'éléments, d'expertise pour pouvoir assurer la suite, mais cette transmission a été sans couture, puisqu'il avait le bagage nécessaire pour faire l'expertise, et il a pu projeter les rêves de Pierrette, mais à sa manière. Et j'ai trouvé ça fantastique, et j'ai touché du doigt la puissance de la collaboration intergénérationnelle ce jour-là. Et ce jour-là, j'ai pris conscience que la diversité générationnelle devait être positive dans les entreprises. Ça ne devait pas être des clivages ni des handicaps, mais que ça devait être positif. Et je suis d'ailleurs, je suis parti de l'hypothèse que la diversité générationnelle devait être le ferment fertile d'une dynamique créative et d'apprentissage. Voilà. Et aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui justement empêche cette collaboration, cette fertilité, cette collaboration intergénérationnelle fertile, qui doit être fertile dans les entreprises? Qu'est-ce qui empêche ça? Je pense que ce sont les cadres de référence et les points de vue qui se télescopent d'une personne à l'autre. Ouais. Nous avons chacun des cadres de référence. On peut voir sur l'image après, sur cette jeune femme, c'est une image de 1915, où on voit une vieille dame et une jeune fille. Cette image-là, je la montre dans les conférences. Alors, certains voient la jeune fille, d'autres la vieille dame, mais il y a des personnes, en fait, qui ne voient que l'un ou que l'autre, et qui n'en démordent pas. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vois ?
Non, mais je la connais. Et donc, qu'est-ce que tu vois en premier? Moi, je vois la jeune femme et après, je vois la vieille dame. Voilà. Ben, moi, j'ai souvent du mal. Il faut que je force mon cerveau pour réussir à voir la vieille dame. Ah oui. J'arrive pas tout de suite. Ouais. Et je me dis, si un patron d'entreprise ne voyait qu'une jeune fille, bon, ben voilà, il faudrait réussir à argumenter sacrément pour lui faire prendre conscience que non, c'est bien la même image, mais en fait, l'image est bien plus complexe que la première image que nous avons. Et pour répondre à ta question de ce qui empêche la collaboration, déjà, c'est les enjeux de pouvoir et de réussite dans les entreprises. Les jeunes sortent des écoles la tête bien faite, ils veulent conquérir le monde, et ils ont raison, parce que c'est grâce à eux que la société va perdurer. Parfois, dans les écoles, on ne leur fait pas suffisamment toucher du doigt comment dire ça avec subtilité, qu'il faut prendre en compte ce qui s'est passé avant. D'accord, aller discuter, échanger, comme on a pu le faire, et je remercie encore Shortcut de m'avoir invité à cet événement-là, où on a pu sensibiliser des jeunes d'écoles de sub de pub à l'importance d'aller questionner les anciens qui maîtrisent les métiers de la publicité, de l'événement, de l'organisation, de la communication. Parce que l'histoire, en fait, c'est un éternel recommencement. Mais alors, ces jeunes arrivent dans l'entreprise en voulant se faire leur place, mais il y a des plus expérimentés qui tiennent leur place. Et comme aujourd'hui, les jeunes disent qu'ils ne sont pas assez entendus et écoutés, et que de l'autre côté, les plus âgés disent qu'ils sont sous-exploités, pas suffisamment considérés, eh bien, on a deux parties de la population assez fragilisées dans l'entreprise. Ça justifie après ce désengagement de pourquoi rester. Est-ce qu'on s'intéresse à moi? Finalement, non. Et puis, le troisième élément qui explique cette non-collaboration, ce sont nos meilleurs ennemis, qui sont nos biais, les biais stéréotypes. Les biais, en fait, ce sont des raccourcis de notre cerveau qui nous permettent d'analyser rapidement une situation. Ça empêche la curiosité, l'intérêt et le questionnement, puisqu'on va juger trop rapidement l'autre en disant non, celui-là est has-been, il est trop vieux, oh là là, celui-là est trop cher aussi, ouh là là, les jeunes sont glandeurs, ouh là 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 là, les jeunes sont très fontés, non, non, j'embauche ni l'un ni l'autre. Donc ça, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, selon toi, à côté de quoi on passe quand on laisse ces stéréotypes s'installer? Et quelles sont ces conséquences quand elles s'installent, ces stéréotypes, pour une organisation Ouais, complètement. Non, mais tu as raison. Je vois 3 points. Le premier, c'est encore une fois, et j'en ai parlé juste avant, c'est le désengagement des collaborateurs. Pas considérés, ils se sentent peut-être inutiles. Leurs connaissances accumulées, finalement, ne sont pas exploitées. Et les jeunes ne sont pas suffisamment entendus et écoutés. Bon, à quoi je sers, finalement. En conséquence, je parlerai aussi peut-être de la marque employeur. C'est un impact. Les Glassdoor et autres sont aussi des témoignages de ce qu'on peut entendre de collaborateurs qui témoignent de la réalité de l'entreprise, au-delà des valeurs qui sont exprimées par la boîte. Comment est-ce que vraiment moi je les ressens? L'entreprise parle de l'inclusion. Suis-je vraiment inclus? Question mark. Et l'autre qui peut faire, à mon avis, réfléchir beaucoup de DRH et de dirigeants, c'est l'impact sur la performance opérationnelle. Parce que l'agisme dont tu parlais en introduction, que ce soit vis-à-vis des jeunes ou des plus âgés, la démonstration a été faite que leur performance opérationnelle chutait de 44%. En étant ostracisé, en ne se sentant pas utile, placardisé un peu, on n'a pas confiance en soi. Donc on ne donne pas le meilleur de soi-même parce qu'on n'est pas en confiance. Comme dit un de mes partenaires et amis, Laurent Depont, la sécurité psychologique doit être garantie dans une entreprise pour que les collaborateurs puissent se sentir utiles et considérés et donnent leur plein potentiel surtout. Et comment contourner ces biais selon toi? Qu'est-ce que tes expériences, comment on peut faire ça? Comment on peut... Je dirais 2 choses. Le premier, c'est être conscient de ses biais, savoir à quoi on est sensible, savoir quels sont nos cadres de référence, quelles sont nos croyances. Pourquoi est-ce que je crois qu'un tel est has-been et pourquoi je crois qu'un tel est effronté? Quelle est la mauvaise expérience que j'ai eue et comment lui faire toucher du doigt que est-ce tous les jeunes
Est-ce tous les plus expérimentés qui sont comme ça? Non, pas du tout. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et je dirais aussi d'aller jeter un coup d'œil sur les travaux de la chaire de transition démographique et économique, présidée par Jean-Hervé Lorenzi, qui a fait la démonstration l'année dernière de la corrélation entre l'emploi des seniors et l'emploi des jeunes. On a pensé qu'il y avait un équilibre et un effet de balancier. On sortait les vieux, on pouvait rentrer des jeunes. Voilà. L'Allemagne a prouvé en 25 ans de travaux que ce n'était pas vrai. En gardant les plus âgés, en gardant les plus expérimentés, on travaillait sur la valeur, l'expérience, la compétence, et on pouvait plus aisément faire rentrer des plus jeunes. Voilà, tout ça est qui sont dans les travaux qui sont en accès direct sur le site internet. Et puis une autre manière de les contourner, c'est de sensibiliser tout le collectif aux stéréotypes générationnels. Voilà. Ouais. Ok. Concrètement, qu'est-ce que tu recommandes Qu'est-ce que tu recommandes effectivement pour un comité de direction, pour pouvoir lutter, pour pouvoir déployer, mobiliser cette collaboration intergénérationnelle? Avec les différentes expériences et retours d'expérience que j'ai pu avoir dans les accompagnements ou les conférences, j'ai fini par théoriser, j'aime bien utiliser ce mot-là, l'impact du dialogue intergénérationnel. Sur quel secteur est-il impactant? Et donc, j'ai identifié ce triptyque avec ce mot important, et probablement c'est le mot le plus important, qui est celui de la réciprocité. Ne pas résumer l'intergénérationnel à de la transmission descendante, mais bien une réciprocité permanente dans les échanges de dialogue. Et c'est bien pour ça que j'appelle ça des dynamiques intergénérationnelles, parce que c'est mouvant, c'est mobile, ça bouge. Donc, je pense, et pour revenir encore à ton introduction, la création de valeur, pour le dialogue intergénérationnel, c'est sur ces trois éléments clés. La transmission, l'inclusion et l'innovation. Et c'est la vision d'entreprise qui va déterminer si oui ou non elle est utile et comment je l'utilise. Alors, si on passe effectivement ces trois leviers, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le thème de la transmission, justement? Alors, la transmission, c'est un sujet passionnant. La transmission, je me suis beaucoup inspirée de la théorie du don pour ça. Parce que dans la transmission, vous n'avez rien à gagner. Il n'y a pas de valeur pécuniaire derrière ça. La transmission, c'est ce que tu as acquis au gré des années, mais ça n'a pas de valeur financière. L'entreprise ne peut pas mettre de l'argent derrière ce que tu sais. On peut donner de la valeur à ce que ça c'est en termes de compétences, mais ça n'a pas de valeur financière. Donc, je me suis beaucoup inspirée de ce qui se faisait dans le don, qui est un autre triptyque, qui est le donner, recevoir, rendre. Pour ça, il faut être en capacité à savoir donner, être en capacité à savoir recevoir, donc dire que je ne sais pas et que tu vas m'apprendre, et se dire qu'ensemble, on va pouvoir rendre à la société, rendre au collectif, rendre à l'entreprise. Donc, de tout ça, je vois 3 points importants. Le premier, c'est transmettre avant qu'il ne soit trop tard. Transmettre avant qu'il ne soit trop tard, je parle bien sûr des départs à la retraite. La plupart du temps, dans les entreprises, on voit des départs à la retraite, sous le manteau, des départs assez discrets, pas de valorisation des compétences, des connaissances de la personne qui va partir, parce que la personne ou ce qu'elle sait est plutôt vu comme un inventaire un peu poussiéreux, un peu has-been. Ça ne sert plus à grand-chose maintenant. Le temps a passé, madame. Place aux jeunes, voyons. Donc, pour moi, mes 25 ans d'expérience n'auront donc servi à rien. Pour le plus jeune qui est dans l'entreprise, il se dit, bon, visiblement, il est parti. Oui, en effet, il n'y avait peut-être rien à valoriser à l'intérieur de ça. Donc, c'est subtil, mais il y a un impact sur l'image que ça peut envoyer sur les autres générations. Alors que, et j'aime bien citer cet homme-là, que je n'ai jamais rencontré, j'aimerais bien le rencontrer grâce à ça, je fais un appel, monsieur Benoît Queré, qui est le président de l'autorité de la concurrence. Et il dit cette phrase merveilleuse,
que m'a appris mon ami Raoul Salomon, patron de la Barclays, qui me dit « On n'a pas besoin d'économistes, on a besoin d'historiens. » Et ça dit tout aussi de l'entreprise. L'histoire, elle éclaire l'avenir. En connaissant ce qui s'est passé avant, on est capable de reprendre des meilleures décisions pour la suite. C'est la même chose dans une entreprise. Ne bâclons pas les compétences accumulées par les plus anciens. C'est important. Ils peuvent éclairer les décisions actuelles. Quand j'étais chez Rémy Cointreau, je passais beaucoup de temps avec ma présidente, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Dominique Herrère-Dubreuil. C'était une femme de communication. J'aimais bien qu'elle éclaire mes décisions avec ce qu'elle avait fait par le passé. Figure-toi qu'elle regrettait qu'on n'allait pas la voir plus souvent. Le deuxième point, c'est transmettre pour se réinventer et durer. La transmission, elle n'est pas, comme je te disais, elle n'est pas que descendante. C'est pas, regarde comme je fais, tu vas faire pareil. Mais pour que ça dure, il faut que ça se transforme. Tous les métiers sont concernés. Qu'on parle des métiers de la chocolaterie, des syndics, l'industrie du deuil, l'automobile, l'horlogerie. On est obligé de s'adapter, garder un savoir-faire, mais le compléter avec des savoir-faire actuels. Seule la transmission réciproque, donc au moment où je transmets, j'ai le regard croisé de quelqu'un de nouveau qui dit « Mais pourquoi on ne ferait pas ça différemment? Pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas ça ici? Moi, j'ai besoin de ça à mon époque. Ce que tu faisais avant, ça n'a plus d'intérêt. » Va permettre celui qui détient le savoir de le faire évoluer et donc de le faire durer. Je donne cet exemple de chez Disney. Ils ont ouvert une classe dans une école technique pour garantir la formation de leurs jeunes apprenants. Qui sont les profs? Des ouvriers de chez Disney. En plus des vrais des professeurs académiques. Et à la BRED, et je remercie Corinne pour m'avoir redonné cet exemple-là récemment, ils organisent la soirée des 25 ans. La soirée des 25 ans, c'est on invite ceux qui ont 25 ans d'expérience avec ceux qui viennent d'avoir 25 ans. Donc en fait, on merge des équipes toujours pour entretenir cette transmission, l'histoire de tête vivante. Et puis le dernier sujet qui me tient à cœur, et on touche à la sensibilité, c'est certains, au moment de la retraite ou avant, se disent, mais si je transmets, qu'est-ce qui me reste? Parce que pour certains, transmettre, c'est perdre. Le jour où j'ai transmis, je n'aurai plus rien. Donc, dans une conférence récemment, une personne m'a dit, mais moi, j'ai pas envie de transmettre parce que je sais que les jeunes ne vont pas rester. Alors, à quoi ça sert que je transmette? Et de l'autre côté, quand on interroge ces plus jeunes, ils disent, mais je sens de la défiance envers moi, on ne me dit rien, on ne me confie rien. Donc, moi, je m'en vais. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. On est au cœur d'un problème de communication. Et donc, on revient encore sur ce dialogue intergénérationnel. Si les uns et les autres avaient la liberté et se sentaient libres d'exprimer leur malaise ou en tout cas leur défiance ou leur défi, je pense qu'il y aurait une meilleure capacité à faire prendre conscience à ces jeunes de ce que je vais te donner a beaucoup de valeur pour moi, vraiment beaucoup. Et j'aimerais que tu en prennes conscience et que tu le traites comme un trésor. Et de l'autre côté, que ces jeunes démontrent aux plus âgés que non, mais je peux rester. C'est pas parce que je suis jeune que je vais rester que 6 mois ou 3 ans et je vais partir ailleurs. Tu vois? Dis-nous, Caroline, dans le triptyque, tu évoquais l'inclusion. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais. Un peu plus long. Comment sommes-nous au niveau de l'horaire? Il est 9h. Très bien. Au niveau de l'inclusion, c'est le sujet majeur actuellement. Encore une fois, je pense que la diversité générationnelle est le parent dormant de ces politiques d'inclusion. Donc, je vais y passer un peu plus de temps pour éclairer cette partie-là. Une jeune femme m'a dit un jour un truc sensationnel. Elle me dit, un jour, mon patron m'a dit, attends, t'es trop jeune, de toute façon, tu ne sais pas. Tu ne sais pas encore. Et elle a répondu à son patron, si moi, je ne sais pas encore, bah vous ne savez plus. Et je me suis dit, c'est super. C'est éclairant, c'est magnifique, ça résume, c'est digne d'un slogan publicitaire, c'est parfait. Alors, pour réussir une inclusion, il faut déconstruire les stéréotypes.
Donc, avec mon partenaire Laurent Depont, nous faisons des interventions ensemble après avoir sensibilisé via les conférences, on a des ateliers de déconstruction de stéréotypes pour faire exploser ces stéréotypes générationnels et aider ensuite les managers et les entreprises dans la durée pour en créer des nouveaux comportements. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, se dire que l'inclusion peut démarrer avec le recrutement et aller au-delà des idées préconçues. Toi, tu connais bien ça avec le domaine du management de transition. Pour certains, au moment où on recrute, les biais sont importants. Je ne veux qu'un jeune. Je ne veux qu'un jeune qui sort de cette école-là. Surtout pas de vieux. Ils sont trop chers et ça va être compliqué à manager. D'autres disent, non, je veux vraiment qu'il ait 15 ans d'expérience. C'est-à-dire 10, ça va pas, 25, ça va plus non plus. En fait, je reprendrai les mots d'un sociologue ancien DRH de L'Oréal qui s'appelle Philippe Pierre, qui dit « Laissez-vous surprendre, explorez. Dites-vous quel bénéfice inattendu je pourrais avoir finalement à quand même embaucher cette personne-là. Et si jamais je ratais son intégration, quelle en serait la raison? Et ça me permettrait de redéconstruire le fil et me dire, donc si je veux réussir à intégrer quelqu'un, un jeune, ou en tout cas de lui faire confiance, ou si j'intègre quelqu'un de plus âgé, tu me donnais l'exemple la dernière fois d'une femme âgée que tu avais recrutée et qui faisait très bien son job d'ailleurs dans l'entreprise et passait le CV anonyme finalement, tout se passait bien dans l'entreprise. Il y a franchement des bénéfices inattendus qui méritent d'être explorés. Le troisième sujet que j'adore, c'est celui de la déconstruction de la croyance des hauts potentiels. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas des hauts potentiels dans les entreprises. Il en faut. Mais ces gens-là, déjà, ces hauts potentiels, ils représentent que 5 à 6% du collectif. À ces gens-là, qui ont d'habitude entre 30 et 35 ans, on va tout donner. Des formations, des parcours, des évolutions, même des mentors qui seront au COMEX. C'est-à-dire que les 95% restants, dont j'ai fait partie toute ma carrière, visiblement, on n'est pas dans le top 5. Et pourtant, on fait un job qui a de la valeur. Donc, on passe sous les radars. On n'est pas identifié. On passe sous des radars subjectifs, d'ailleurs. Subjectifs de notre manager ou d'une direction. Les hauts potentiels sont souvent commerciaux, sont souvent au marketing, rarement dans les autres fonctions support. Rarement vu quelqu'un de la com en haut potentiel. Donc ça veut dire que les 5 à 6% donc, ont été 30 et 35 ans, donc j'en ai pas vu des plus jeunes et j'en ai pas vu des plus âgés surtout. Et une fois, bien sûr, que vous avez passé les 35 ans, vous ne serez jamais plus haut potentiel. Voilà. I'm sorry. Et j'aimerais en fait suggérer cette alternative, de suggérer aux entreprises d'inventer un nouveau terme. Et si on passait des hauts potentiels aux hauts volontaires dans les entreprises, qui sont ceux qui veulent bouger? Qui sont ceux qui veulent transformer l'entreprise? Et qui veulent transmettre. Et qui veulent transmettre de manière réciproque, encore une fois. Je suis dans quelques associations et je suis bluffé par l'investissement que donnent des gens dans ces structures bénévoles. Bluffé. Des gens qui parfois ont des petits métiers dans la vie d'entreprise et qui ont des rôles de leader dans des assos. Mais où sont-ils ces gens-là dans les entreprises? Ils sont des hauts potentiels? Jamais. Rarement. Pardon, rarement. Non, jamais. En fait, qui sont ceux qui veulent s'engager dans l'entreprise? J'invite en fait les entreprises à créer des projets où on peut faire appel au volontariat, qui veut s'engager, où les jeunes de 25 ans, 28, 32, 35, 48, 55, 67, qui veulent s'engager, qui veulent bouger les choses, s'investissent et participent à des projets. L'autre sujet, c'est celui sur lequel on m'a interrogé 2 fois là récemment. Est-ce qu'on peut être à la fois junior et senior dans une entreprise? J'ai envie de dire oui. Bravo. Et elle ne connaît pas la réponse.
les juniors, seniors, ce sont ces gens qui ont 25 ans, voire 30 ans d'expérience et qui changent de métier et qui arrivent dans une autre entreprise et qui vont être considérés comme des juniors dans la nouvelle boîte. Et qui disent, ben moi, en fait, je me sens pas considéré ni écouté parce qu'en fait, l'enjeu de l'entreprise est de me former à leur méthode. Alors que je viens, j'ai 25 ans d'expérience et je peux leur apporter, parce que c'est une acquisition de compétences, je peux leur apporter quelque chose, et bien non, l'entreprise va avoir de cesse de m'expliquer quels sont, eux, leurs process. Et ils me disent, en fait, c'est du gâchis. Donc là, je questionne aussi ce travail-là. J'ai envie de parler aussi d'inclusion dans le cadre du management intergénérationnel. Je ne suis pas là pour vous dire comment fonctionne quelqu'un qui a 25 ans ou quelqu'un qui en a 65. J'en sais rien, en fait. C'est très complexe. Chaque individu est différent. Et donc, pour travailler le management intergénérationnel, je recommande de travailler sur du codev intergénérationnel. Avec cette thématique, justement. Après, il y a également ce sujet de la médiation, puisqu'on parlait dans l'inclusion. La médiation, c'est être sûr que chacun est inclus. Pour que chacun soit inclus, c'est s'assurer que lorsqu'il y a des conflits, ils sont traités, pour pas qu'il y ait de l'escalade. Et que ça, voilà. Dis-moi, je te propose qu'on avance. Pas mal de questions là sont posées. Ouais. Ah bah, c'est un sujet qui interpelle, qui questionne, sur lequel on a envie d'en savoir plus. Pour terminer quand même sur le triptyque, notamment sur l'inclusion, c'est un autre bénéfice de cette collaboration intergénérationnelle. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ouais. Alors l'inclusion, on va regarder dans le futur. L'inclusion, c'est cette équation un peu étrange qui dit le 1 plus 1 égale 3. Donc, se dire que les compétences, connaissances, expériences des plus jeunes associées à l'expertise, l'expérience, le recul, maturité des plus âgés, ça fait des miracles et ça produit de l'énergie. J'en ai pour preuve le projet pionnier qu'on a mis en place avec un programme inter-entreprise d'ailleurs, qu'on a mis en place avec le comité Colbert, de mixité générationnelle qui est devenu un moteur puissant de progrès et d'innovation. On a fait la démonstration que la mixité générationnelle était un terrain fertile d'innovation collaborative. Je remercie Bénédicte Épinay pour les mots qu'elle a eus à l'endroit de ce projet-là, où elle a même écrit que le résultat avait dépassé ses espérances. C'est-à-dire que si vous mettez en chambre des jeunes, comme ce qui a été fait quand on a créé les Shadow Comex, pour stimuler les Comex, en disant on va mettre des jeunes ensemble pour challenger nos décisions. Ça ne va pas si loin que ça en réalité, parce qu'il manque l'expérience de terrain. Donc on va avoir des idées hyper bonnes, peut-être un peu farfelues, mais pas forcément opérationnelles. Si on met des plus âgés ensemble, bon, il y aura l'expérience de terrain, manquera-t-il peut-être un peu d'audace? Peut-être. Mais si on met ensemble des jeunes qui ont envie de tout bousculer, des plus âgés qui ont l'expérience de terrain, qui connaissent la boîte, l'exigence du terrain et surtout ce qui marche vraiment sur le terrain. En fait, les mots me manquent. Je ne sais pas comment l'expliquer, que dire juste c'est du bon sens. On l'a expérimenté, les retours sont excellents du point de vue du client, le comité Colbert, des maisons et même de ceux qui ont participé parce qu'eux-mêmes ont été transformés dans leur relation à nôtre et ils se sont rendus compte que leurs paroles pouvaient être écoutées et pouvaient contribuer à produire des projets. Et c'est d'ailleurs d'un des groupes que j'ai tiré, non pas le volontariat, mais le haut volontaire. C'est leur terme, haut volontaire. Ils étaient complètement conquis par cette démarche. Et en quoi ça favorise l'innovation? Ça favorise l'innovation parce qu'on est capable d'anticiper les tendances. On est capable d'avoir des visions prospectives, d'avoir des cellules de réflexion. Une étude a démontré que plus l'équipe était diverse, plus les décisions étaient meilleures aux États-Unis. Donc plus l'équipe est diverse en termes de métier, d'âge, de profil, meilleurs les résultats seront. Parce qu'en fait, les cadres de référence permettent d'avoir des solutions robustes. Donc d'avoir des teams d'innovation avec des gens qui ont des profils homogènes, je vous conseille d'épicer un peu votre démarche en mettant un peu d'intergénérationnel à l'intérieur d'épicer. D'épicer, joliment dit. Exactement.
Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager, notamment liées aux conférences que tu donnes, des objections qui sont formulées, des commentaires? Alors, si tu veux bien, j'aimerais juste redire juste un mot avant, Ouais. pour permettre de savoir où on en est dans toutes ces initiatives-là. J'aimerais juste préciser un mot sur l'initiative de Senior Force Plus, Oui. qui a créé récemment le premier baromètre sur l'employabilité des seniors, à Mmh. l'intérieur duquel on a rajouté, puisque je collabore avec eux, l'indicateur intergénérationnel. Donc, ce sont 6 thématiques majeures qui sont D'accord. utilisées dans l'entreprise, avec 40 critères, Mmh. et on est en capacité à voir qu'est-ce que fait l'entreprise pour Mmh. se développer et pour améliorer l'employabilité des jeunes et l'employabilité des seniors. Pour revenir à ta question. Les anecdotes. J'adore quand les jeunes viennent me dire, mon patron n'arrête pas de me dire, écoute, on a toujours fait comme ça. Voilà. Alors là, on lève le drapeau rouge, hein, c'est le premier signal qu'il faut ouvrir ses chakras tout de suite et entamer une discussion intergénérationnelle, voire une dynamique intergé. Deuxième chose, quand je fais des conférences, les gens viennent toujours avec des pieds de plomb. Toujours. Parce qu'ils se disent, ça va être l'énième conférence où on va parler des profils des générations X, Y, Z, Boomer et autres, avec ce très beau tableau avec les 5 colonnes. Voilà. Et donc, ils ressortent de là plutôt surpris et étonnés. Et cette phrase qui m'a été donnée par cette jeune femme qui s'appelle Christine dans le groupe Pochet, que j'ai adoré, que je vais redonner ici, elle dit, dans l'entreprise, à la différence de la vie dehors, on est tous adultes. Donc, il n'y a pas de segmentation entre les jeunes et les plus âgés. Nous sommes tous adultes et nous pouvons tous contribuer à créer de la valeur dans l'entreprise. Joliment dit. Ouais, n'est-ce pas ? Alors, tu souhaitais aussi partager une vidéo de Bernard Tapie qui t'avait pas mal inspiré. Oui. Si tu es d'accord, on peut peut-être la partager à l'ensemble de notre auditoire. Avec plaisir, Bernard. Bernard, c'est à toi. Non, Bernard. Il faut des qualités tellement innombrables et parfois même tellement contradictoires qu'un seul être au monde ne peut pas les avoir tous. Il faut être âgé, car il faut de l'expérience. Bien sûr, il faut aussi être jeune, car il faut être dynamique, entreprenant, il faut être encore plein de vie. Il faut être prudent, il faut être pessimiste, parce que les choses sont qu'elles sont et ça ne se passe pas toujours bien. Mais par contre, il faut être optimiste, il faut être ambitieux, il faut être créateur, il faut être imaginatif. Quel est l'homme qui peut être vieux, jeune, ambitieux, timoré? Ça n'existe pas. Alors le vrai secret, entourons-nous des gens qui ont les qualités que nous n'avons pas. C'est la complémentarité des compétences qui assurera le succès. Et à partir de là, on peut même pratiquement dire, est-ce qu'un chef d'entreprise qui aujourd'hui peut réussir doit être obligatoirement un homme brillant? Je réponds non, il peut ne rien savoir faire. Mais à une condition, c'est qu'il s'entoure des gens qui, eux, savent faire. Merci Bernard. Grâce à Caroline qui nous a fait revivre. Effectivement, Caroline, qu'est-ce que toi, quels sont les conseils concrets que tu pourrais nous donner qui seraient à la portée de tout à chacun, individuellement, soit dans sa famille, soit au sein de son entreprise? Qu'est-ce que tu... Alors, ça serait quoi les premiers petits pas, effectivement, qu'on pourrait faire? Je dirais, déjà, considérons l'individu déjà dans sa sphère familiale, avant de le voir dans l'entreprise. Et j'inviterais les plus jeunes à aller questionner ses parents et ses grands-parents avant qu'ils ne disparaissent sur leur vie, ce qu'ils ont aimé, s'ils ont encore des rêves, d'ailleurs. J'avais lancé un jeu comme ça l'année dernière auquel tu as participé, qui recrée un peu de lien dans les familles et qui permettait aux uns et aux autres de se livrer, de raconter un peu plus sur eux. Les retours ont été excellents, ont été bons. Donc, j'envisage en fait d'en faire un vrai jeu, plus développé, plus approfondi,
D'ailleurs avec des questions et même des règles du jeu suggérées par les utilisateurs eux-mêmes. Donc bref, questionnez beaucoup plus à l'intérieur des familles. En autre conseil, je dirais, lors des entretiens de recrutement, soyez explorés, soyez curieux, ne partez pas avec des idées préconçues. Si vous terminez un entretien de recrutement en vous disant « je le savais, ça n'allait pas marcher », c'est que votre rendez-vous a foiré dès le début et que vous n'étiez pas du tout prêt. Et qu'on avait des préjugés. Et qu'on avait déjà des préjugés. Donc voilà, questionnez-vous sur le bénéfice inattendu que vous pourriez avoir. Et voilà, et laissez l'autre s'exprimer et mettez-le en confiance, surtout. Et je dirais également, mettez une touche épicée, mettez une touche d'intergénérationnel dans tout ce que vous faites dans les entreprises, même les remises de médailles dans les entreprises pour célébrer ceux qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans. Hermès et Disney le font très bien, par exemple. Mais se dire que, moi, j'ai jamais aimé ça, les remises de médailles. J'ai toujours trouvé que c'était c'est mettre une broche à quelqu'un en disant, toi, t'es fini, quoi. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir ces remises de médailles qui célèbrent les années passées, mais célébrer les années qui vont venir, en mettant en avant, en fait, ce que la personne sait encore et comment elle peut contribuer, plutôt que de célébrer le passé. Pour les départs en retraite, j'aurais envie de dire aux entreprises de valoriser la contribution des collaborateurs avant qu'ils ne partent et considérer peut-être une période qui pourrait s'appeler une golden période, 6 mois ou 1 an avant les départs, où on valoriserait tout ce qu'elle a accumulé et surtout on la mettrait en participation à des projets d'innovation pour qu'elle transmette, parce qu'elle n'est pas là que pour transmettre. Les personnes les plus âgées ne sont pas là que pour transmettre, elles sont aussi là pour innover. Voilà, enfin bref, ne laissez pas un collaborateur partir sans rien avoir transmis et accueillez, onboardez correctement les jeunes dans vos entreprises, ce sont des pépites. Ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs, c'est n'hésitez pas, on va passer aux questions maintenant, c'est de partager sur le chat vos exemples de premiers petits pas que je pourrais effectivement partager si vous êtes d'accord. Donc n'hésitez pas à le faire pour pouvoir en faire bénéficier tout le monde. Alors, quelques questions, enfin, même plusieurs questions. Une qui est notamment peut-être si tu as des actions particulières vis-à-vis des alumni, puisque c'est effectivement des organisations qui sont dans cette transmission, dans la valorisation de l'expérience des seniors. Ouais, tu peux nous en dire deux? Avec grand plaisir. Les alumni, enfin, je préfère donner ces noms-là d'alumni plutôt que retraités. Hein. Parce que retraité, ça veut dire vraiment il a fait toute sa carrière. Mais on peut être alumni en ayant passé 5 ans dans une boîte. On est passé ailleurs, j'ai 35 ans, mais je suis alumni d'une boîte. Ce qui est dingue chez les alumni, c'est des gens qui ont passé des années dans une boîte, ils l'ont tellement aimé qu'ils recréent d'autres associations pour reparler de la boîte avec d'autres copains qui sont aussi passés par là. Donc, je trouve ça fantastique. Ce qui me choque un peu parfois, c'est que les entreprises n'utilisent pas. Voilà. Donc, il y a de très bons exemples. L'Oréal Alumni, Procter & Gamble, SFR, avec un de mes amis qui a créé d'ailleurs, qui a recréé le secteur la fédération des alumni pour cette boîte-là. Danone. C'est de l'énergie gratuite, en fait. Ce sont des gens qui sont là, qui ont passé des années dans les entreprises, qui ont du recul aujourd'hui sur les choses et dont on pourrait exploiter les connaissances et les compétences. Et on pourrait même faire des projets de co-création, de coopération. Et je pense que c'est sous-estimé, sous-exploité. Une question de Joël. Que faut-il faire, selon toi, pour contribuer à ce que les seniors soient de plus en plus embauchés? Parce que le constat, c'est qu'ils restent souvent sur le marché du travail. Alors, je reviens sur ce qu'a fait Senior Plus, qui va déjà favoriser ce paramètre-là, permettre aux entreprises de savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'ils en sont dans le ranking. La déconstruction des stéréotypes, déjà, très important en entreprise, auprès, pas que des DRH, mais aussi auprès des opérationnels et aussi parfois auprès des cabinets de recrutement. Voilà. Donc c'est vraiment tout le collectif qu'il faut sensibiliser, pas seulement le DRH. Voilà. Alors nous, sachez qu'au sein de Valtus, on est très sensibilisés. Bien parce sûr. que nous, c'est effectivement la priorité aux seniors et à l'expertise pour être effectivement en capacité de transmettre et d'impacter les entreprises dans lesquelles
le senior va pouvoir impacter. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, mais on a beau dire, mais les plus sont pas comme ça, tant que vous l'avez pas conscientisé, vous restez sur vos croyances. Donc, il faut faire exploser les stéréotypes. Donc, ça demande de la sensibilisation. Mais ce qui est aussi une réalité, c'est que parfois aussi un des freins, c'est que tu as des entreprises qui considèrent que les seniors, ils coûtent cher. Donc, ça peut être aussi simplement tu vois, une décision un peu comptable de séparer assez rapidement des plus seniors parce que moins productif, encore un préjugé, mais surtout une réalité plus chère. Plus cher, oui, parce qu'en France, on a l'augmentation annuelle des salaires, donc qui fait qu'au bout d'un moment, au bout de 30 ans de collaboration, vous allez gagner plus d'argent, fatalement. Les études montrent que certains sont en capacité à revoir leur rémunération, même si j'aime pas utiliser ces arguments-là, parce que tout travail mérite salaire et que 30 ans d'expérience, ça vaut de l'argent aussi. Mais arrêtons de mettre, en tout cas, restons un peu plus nuancés, en tout cas. Tout le monde, tous les plus experts et seniors ne sont pas plus chers. Voilà. Et puis, ça dépend où est-ce que vous mettez la valeur. Est-ce que vous voulez gagner 5 ans tout de suite ou voilà. Selon toi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'organisations qui sont encore non motivées par le thème, c'est une question de Laurent, comment les sensibiliser, comment toucher du doigt l'importance de travailler sur la coopération entre les générations. De l'évangélisation permanente, voilà, parler. Donc les conférences sont un beau moyen de le faire, toucher le collectif, toucher le management aussi, parce qu'en fait après ça dégouline sur le reste du collectif. Je reviens aussi sur la question précédente. Il y a des initiatives qui ont été proposées par la NDRH sur des CDI seniors, sur en fait des aménagements de métiers, de fonctionnement, qui permettraient des exonérations d'un côté, ou en tout cas faciliteraient l'embauche par les entreprises de collaborateurs plus seniors. Et l'intergénérationnel, une question de Pierre. L'intergénérationnel à l'heure de l'IA générative et de ChatGPT, comment combiner ces deux approches? Alors, combiner quoi? Combiner l'IA ou combiner... Comment, avec les nouvelles technologies, l'intergénérationnel peut être mieux exploité ou moins, est-ce que c'est un frein? Est-ce que les nouvelles technologies, l'IA, non, on va pas rentrer dans les poncifs, non, pas du tout. La question est ce qu'on peut se poser comme question, c'est comment est-ce que le collectif entier se développe et se transforme en même temps sur ces sujets-là. Donc, encore une fois, l'intergénérationnel, le dialogue intergénérationnel peut permettre d'adresser ces sujets-là sur des projets de prospective. Comment est-ce que j'intègre l'IA dans mon entreprise? Ne laissons pas simplement en chambre des jeunes pour s'accaparer ce sujet-là. Mettons aussi des plus âgés qui connaissent beaucoup de choses ou moins, mais ces séances de dialogue vont leur permettre de s'acculturer à ces phénomènes-là et de se sentir inclus dès lors qu'il va y avoir des process de développement en interne. Sinon, si les jeunes sortent de là en disant « voilà ce qu'on va faire », on laisse de côté 50% de la boîte. Donc, l'acculturation et le co-développement de solutions doivent être intergénérationnels pour garantir que l'entreprise soit jusqu'au bout inclusive. C'est une nécessité sociale actuelle. Et est-ce que toi, tu vois des changements, une question de Louis, des changements réels qui se produiraient en entreprise? Est-ce que tu vois même des différences selon les métiers, selon des profils de salariés, selon même des tailles d'entreprise, voire de culture? J'ai envie de vous dire oui, parce que je suis d'un naturel optimiste, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Donc, je suis avec mon bâton de pèlerin. Je remercie à nouveau Valtus et Isabelle Aubrecht de m'avoir permis de partager avec vous ces convictions fortes, qui sont plus que des convictions, qui sont même plus que des hypothèses qui ont été démontrées, dont on a démontré la véracité et la puissance. Maintenant, il est nécessaire d'attendre qu'en face, il y ait un DRH, un directeur de la diversité et de l'inclusion, un dirigeant, un opérationnel qui se disent « moi aussi j'y crois et je vais être pionnier et je veux l'initier dans mon entreprise et je vais commencer par une conférence pour sensibiliser mon collectif et ainsi il m'aidera à avancer, à cranter et à ancrer des nouvelles pratiques.
Parce que la réalité démographique fait que dans 10 ans, on aura 3 fois plus de seniors dans les entreprises. Donc, je veux dire, le mur se rapproche tranquillement, mais bon, ça va, c'est cool, il se rapproche, mais c'est cool. Donc, je pense que certains attendront qu'il soit là. À ce moment-là, le téléphone va commencer à sonner plus, mais il y en a certains qui commencent déjà à appeler en se disant, il faut qu'on prenne les devants. Et ceux-là, je pense, sont malins. Ouais. Et justement, peut-être pour contribuer à ce que l'approche intergénérationnelle puisse être davantage développée en entreprise, est-ce que y a des études en cours, qui mettraient en avant des gains de productivité? Est-ce que il y a des choses et des travaux qui se passent sur ce sujet-là? Alors, il y a des travaux que j'ai initiés l'année dernière avec la Junior HEC, pour être un peu congruente jusqu'au bout. Donc, avec la Junior HEC, on a fait une étude sur les meilleures initiatives intergénérationnelles dans le monde. Donc, on est allé regarder ce qui se passait en Afrique, en Asie, au Canada, aux US, en Suède, en Finlande. Donc, des initiatives à destination soit du dialogue intergénérationnel, qui peut considérer, par exemple, ce qu'on fait pour les femmes, avec Cisco aux États-Unis, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait en Finlande, qui est très ancré sur les populations plus âgées. Ce que fait le Japon, comme avec Shiseido, qui réembauche des retraités. Après, les systèmes de retraite ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc ça, ce sont des études que je partage également. Le bénéfice financier est difficile à évaluer. C'est plus, on peut mettre ça en revanche sur des KPI, d'ailleurs, qui sont à définir lors des indicateurs qu'on fait avec Laurent Depont après nos conférences, enfin après les ateliers. C'est quels sont les indicateurs qu'on va regarder en termes de rétention, en termes de bien-être au travail, en termes d'engagement, de collaboration, de participation à l'entreprise. Et ça se calcule malgré tout, notamment lors des audits. Oui. Il y a Marina qui nous partage un conseil, en fait, qui est d'inciter les entreprises à signer ce qu'elle appelle la charte de l'engagement des plus de 50 ans. Oui, la charte du club Landois. Exactement. Voilà, tout à fait. Exactement. Donc, la charte du club Landois, dirigée par Sybille Lemaire, est un engagement qui incite les entreprises à valoriser, la diversité générationnelle, l'employabilité des seniors. Ils insistent, et j'insiste aussi, j'en ai pas parlé là, ça me donne l'occasion de le faire, sur la formation des plus de 50 ans, ne pas attendre, que vraiment le collaborateur lui-même soit acteur de sa propre évolution, n'attende pas que l'entreprise lui offre l'occasion de se former. On ne se forme pas à partir de 50 ans, on doit se former depuis tout jeune et toute sa vie durant, même s'il vous reste 6 ans dans l'entreprise, continuez à vous former, c'est ce qui garantira votre stabilité, votre employabilité, parce que le jour où vous serez dehors, vous ne serez pas plus formé, donc il faut se former tout le temps. Une autre initiative partagée aussi par Gersand, un musée pour garder la mémoire de l'entreprise, et où tous les salariés y passeraient, en onboarding notamment, avec un senior qui, au cours de ce passage dans ce musée, serait comme guide. Vrai. Ça me fait penser à ce que font beaucoup de maisons de luxe. L'industrie dans laquelle je viens, l'industrie du luxe a une forte valeur patrimoniale. C'est ça, en fait, qui garantit aussi la stabilité, la pérennité des entreprises. Parce que la cellule souche, la création d'entreprise, regarde ce que fait Dior. Dior a créé un podcast qui s'appelle L'âge Dior, où on remonte tous les différents directeurs artistiques qui ont contribué à faire de cette maison ce qu'elle est aujourd'hui, mais on revient sur ce qui les a motivés, quelles étaient leurs inspirations. Et donc, quand on rentre chez Dior, l'histoire ne commence pas là. Je ne suis qu'un passager dans l'histoire. Donc, je vais contribuer en m'imprégnant de ce qui s'est passé avant, comme Baptiste et Pierrette, et à mon tour de préparer la suite avec mes codes pour la faire bouger et la transformer. Et donc oui, vous voyez, dans le comité Colbert, il avait été question aussi de mettre en avant les métiers invisibles. Dans les maisons d'artisanat, où on met beaucoup en avant les métiers de la com, les métiers de l'artisanat, ceux qui font. Mais quid des métiers de l'informatique, par exemple, la DSI, qui met en avant ces gens-là?
Voilà. Or, il y a bien une transmission des savoirs qui est faite chez eux. Comment est-ce qu'on la met en avant? Donc oui, c'est une bonne idée. Ça se fait dans pas mal d'entreprises, mais ça pourrait être encore plus travaillé, en tout cas. Merci Caroline, on peut en parler pendant des heures et des heures. Elle m'a écrit un mot fin là sur le papier. Merci Caroline pour tes partages en toute authenticité et passion. Merci pour tes idées concrètes. Merci pour vos interventions et vos conseils aussi, chers auditeurs. Des idées pour contribuer à notre échelle à développer l'intergénérationnel pour contribuer à un monde à la fois plus inclusif et performant. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Très belle journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Isabelle.